Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Basket Session. Le CQFR, ce matin, on va faire un petit flashback dans le temps. On va pas remonter trop loin en arrière, on va remonter à l'époque où Kevin Durant jouait encore pour les Golden State Warriors. Alors pourquoi? Parce qu'il y a justement plusieurs anciens joueurs des Warriors qui s'expriment sur tout ce qui se passait autour du trophée de MVP des finales, et notamment à quel point Kevin Durant aurait voulu peut-être le laisser à Steph, à quel point Steph le voulait. On parle notamment des finales 2017 et finalement toutes les conséquences que ça a pu avoir sur Kevin Durant, peut-être sur sa décision de quitter les Golden State Warriors à un moment. Il y a plusieurs déclarations différentes. Est-ce que tu veux que je t'en donne quelques-unes, Chad? Vas-y, ouais, mais juste pour commencer, si on en parle, c'est parce que c'est une période importante, un peu marquante des dernières années, et ça définit aussi en partie l'héritage autour de KD, tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant et qu'on en parle, parce que c'est un sujet qui en ce moment fait beaucoup parler les anciens acteurs de cette équipe, donc c'est assez intéressant. Vas-y, je t'en prie, ouais. Allez, on peut commencer peut-être avec Quinn Cook. Quinn Cook, lui, il raconte que Kevin Durant voulait absolument que ce soit Steph qui est le MVP des finales. Alors là, on parle de 2017. Euh, les deux avaient bien commencé. Dans le Game 3, les Warriors sont un peu en difficulté. Ils menaient déjà 2-0. Steph était en difficulté et Kevin, accidentellement, marque 40 points. En gros, quand il dit accidentellement, sa manière de le dire, c'est qu'en gros, il était pas, voilà, il rajoute, il n'était même pas vraiment agressif et finalement, il a fini par avoir beaucoup de finalement depuis le début de ce CQFR. Il a fini par récupérer le trophée de MVP des finales, mais c'était même pas nécessairement un objectif pour Kevin Durant. Ça, c'est ce que dit Quinn Cook. Ce que dit Nick Young va dans le même sens. En tout cas, non, pas tout à fait va dans le même sens. Nick Young, lui, explique que les deux étaient à la lutte, les deux étaient très bons et que Stephen Curry est passé à côté d'un match. Ouais. C'est vrai, hein, il lui a fallu un match où il passe à côté. Et que du coup, à partir de là, Stephen Curry aurait été particulièrement atteint, la tête baissée, etc. Alors, il nous présente un Stephen Curry qui était quand même très intéressé par ce trophée de MVP des finales. Et la dernière déclaration, c'est Kevin Durant lui-même, c'était sur Twitter, c'est pas vraiment une déclaration, c'était un tweet, où il expliquait que les fans des Warriors ne lui ont jamais pardonné d'avoir pris des trophées de MVP des finales à Steph. Voilà, le fait que Steph n'ait pas pu avoir de trophée de MVP des finales et que c'est lui qui a été nommé. S'il n'était pas aussi souvent sur les réseaux, en fait, est-ce qu'il serait pas resté aux Warriors parce qu'il n'aurait pas été atteint par toute l'éventuelle négativité que moi j'avais pas particulièrement vue de la part des fans des Warriors, mais j'imagine que lui il l'a vu. Est-ce que c'est pas le problème principal là-dedans? Non, mais il y a un peu de tout là-dedans, c'est-à-dire que Quinn Cook il ajoute, il y a des trucs intéressants dans Quinn Cook en particulier, je trouve, c'était dans le podcast Player's Choice, et il dit que KD, c'était le mec vers lequel il se tournait de base. Quand c'était compliqué, notamment Ouais, contre Houston en finale de conférence, ils étaient en galère là-bas sur un match clé à l'extérieur, ils se prennent un 9-0. Tout de suite, le réflexe, c'est pas d'aller voir, de chercher Steph, c'est de chercher KD. Et que ça a été ça quasiment pendant toute cette époque un peu dingue où KD et Curry ont joué ensemble. Et la manière dont il le raconte, c'est que tu as le game 2 où Steph il bat le record à 3 points, enfin il marque 9 paniers à 3 points. Donc record en finale. Mais par contre, qu'à partir du game 3, l'équipe a été en difficulté et Steph a été en difficulté, que Durant a dû, c'est là qu'il dit accidentellement, il a accidentellement marqué 40 points et derrière il fait un triple-double dans le game 4. Et que c'est là et qu'il n'était même pas si agressif que ça et que surtout plus important dès le début de la saison il avait dit je veux que Steph il soit MVP des finales, c'est important pour lui, donc il y avait je me cette souvenais pas volonté. qu'il avait dit ça. Voilà. Alors, je sais pas s'il l'a dit publiquement, mais il l'a dit au sein du groupe. C'était apparemment, Ok. il disait aux gars et à Curry lui-même, je veux que tu fasses taire les sceptiques qui disent que ouais, ok, t'es fort, mais t'as jamais été MVP des finales. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Et si tu regardes les stats, parce que là du coup, on parle de 2018, hein, du coup, le Oui, deuxième titre. Ouais. pardon, j'ai dit Non, non, 2017, c'était voilà, on 2018. parle de la deuxième saison. Sur la première, ils ont joué à fond. La deuxième Voilà. saison. La première, ils La jouent à fond. première, il n'y a KD, pas de il fait problème, c'est le MVP des mariage finales. parfait, Voilà. exactement, c'est le mariage Et, parfait. et sur la deuxième, donc il fait accidentellement 28,8 points par match, 10,8 rebonds, 7,5 passes, KD quand même accidentellement. Et Curry quand même, ses stats, elles étaient pas mal du Oui, tout. il avait fait une belle finale en fait. 27,5 au niveau des points, presque 7 passes, 6 rebonds et 41,5% à 3 points. Donc les stats, elles sont énormes. Mais sur l'impression laissée et sur les matchs qui ont vraiment fait basculer, alors, ça a été une série pliée relativement facilement, hein, sur le papier en tout cas,
KD a été indiscutable et c'est lui vers lequel les joueurs se tournaient aussi. Donc il n'y a pas de scandale. Mais le fait que ça ait autant affecté Curry, ça permet aussi de se rappeler la réaction qu'il a vue quand il a été MVP des finales après, où ça avait l'air d'être l'accomplissement de sa vie. Tu vois, c'était vraiment un truc. Il savait que là, les mecs pourraient plus lui dire, t'as jamais été MVP des finales, t'es pas dans la même classe que certains. Euh, Souvent, Stephen Curry, il est présenté comme le mec, le leader, le plus altruiste, où tout passe sur le groupe. Bien sûr que ce mec a un ego, ça se voit. Et bien sûr, moi, Mhm. j'y crois totalement au fait que Stephen Curry, il ait eu vraiment envie de décrocher le MVP des finales et qu'il ait été atteint. Alors, je ne sais pas si c'était au point d'avoir la tête baissée après que son équipe mène 3-0 en finale NBA. Ça, je ne sais pas si c'est à ce point-là. Je ne sais pas si Nick Young. C'est toujours difficile de croire Nick Young, en fait. Ça se trouve, il te dit complètement la vérité, mais Ouais. parce que si Nick Young et qu'il y a des façons des fois de raconter des choses, tu te méfies. Mais en tout cas, j'y crois totalement au fait que Stephen Curry, c'était pour lui un vrai objectif et qu'il y avait une part d'égoïsme, mais d'égoïsme, je pense, compréhensible quand même, tu vois, à ce Mhm. stade. Et tu joues aussi ta carrière, enfin ta legacy, etc. En lui. Et en tout cas, je ne crois pas au truc de Stephen Curry n'est jamais égoïste. Ça, j'y crois absolument Non, mais pas. à ce niveau-là, on parle de joueurs, enfin, c'est Ouais, les monstres sacrés comme ça, ils ont une part d'ego, ils veulent prouver des choses. Il y a des gens qui ont douté de Curry tôt dans sa carrière, un peu après aussi. Donc c'est normal, le gars a un ego, c'est évident. Par contre, parmi les mecs qui ont un ego, il a ce comportement altruiste où il veut ouais, gagner. Et c'est pas le mec qui va forcément bouffer une feuille de match. Par exactement. contre, il a un ego sur l'empreinte qu'il va laisser. Et ça, c'est tous. Tu veux, même les mecs les plus altruistes, Bien qui sûr. sont d'apparence les plus altruistes, ils ont ça. Mais moi, ce que je me demande, c'est à quel point, du coup, toi, t'es de la théorie que ce truc-là a contribué à faire partir KD. Parce qu'à un moment, l'idée principale, c'était ça marche moins bien entre eux. Draymond, il fait chier. Il lui dit t'étais pas là, on a gagné sans toi. Et ça a en partie provoqué le truc. Mais KD, lui, a toujours dit c'est pas que ça. Il y a eu ça. Effectivement, Draymond était relou et il y avait une ambiance un peu moyenne. Mais il y avait d'autres trucs qui ont fait que je suis pas resté. Je pense que pour moi, c'est une accumulation de facteurs. Alors évidemment, là, je vais prendre un regard extérieur. Dès la deuxième saison, il y avait l'impression que Kevin Durant était déjà un peu moins heureux et à partir du moment où lui, il se sent moins bien, ça peut affecter tout le reste. Ça peut affecter sa relation avec Draymond, sa relation avec les autres. Tout peut sembler plus difficile à surmonter. Steve Kerr en avait parlé beaucoup aussi de ça, après le titre. Je crois que c'est même après le titre de 2018 quand Kevin Durant est encore là, tu vois? Ça commençait à se profiler. Il y avait, je pense aussi, l'envie peut-être d'aller jouer ailleurs, il y a l'atmosphère et cetera. Mais moi, je suis persuadé que les fans des Warriors, ils ont eu un impact dans tout ça et il y a une grande partie de la fanbase qui effectivement, ce que dit Kevin Durant, je l'ai ressenti moi aussi en fait. Je l'ai ressenti de l'extérieur, j'ai ressenti ce truc des fans des Warriors qui tenaient à lui dire à lui: «Tu n'es pas notre gars. Notre gars, Hmm. c'est Steph. Toi, tu es une pièce rapportée». Les fans des Warriors qui eux-mêmes de leur côté en prenaient plein la gueule parce que Kevin Durant a choisi de rejoindre leur équipe. Tu vois? Alors que donc eux-mêmes n'étaient pas, c'est-à-dire que Kevin Durant à ce moment-là, il est détesté, il faut se rappeler, hein, il est Ouais, ouais. détesté, il est considéré comme le snake encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne lui pardonnent pas ce move. On est en 2025, c'était quasiment il y a 10 Tous les ans. jours, il répond. Si vous regardez son compte À des X, tous les snakes, jours, ah! il répond à des gars. C'est ça, sur ce sujet, Cupcake et cetera. Il était détesté par les 29 autres franchises et la fanbase qui était censée le défendre, il y a une partie de cette fanbase, peut-être pas une grande partie, mais en tout cas une partie visible dans tous les cas, qui lui répondait: «Mais toi, tu es pas notre gars, toi. Toi, tu es pas notre gars, toi, tu es c'est à la limite, ça nous fait chier que tu sois là», tu vois? Alors que l'équipe est invincible avec Kevin Et Durant qu'elle il et leur là, a fait pour gagner moi, 2 titres de plus. Ouais. exactement, et tu parles d'un mec qui va sur les réseaux, il voit ça, à un moment, il se dit: «Mais ah, faut que j'aille écrire ma propre histoire ailleurs». Hmm. Moi, je pense vraiment que ça a eu un impact sur tout ça. Mais tu vois, du coup, je me demande, est-ce que s'il avait été. Il y a des joueurs qui sont pas du tout connectés. Kawhi, il en sait rien de ce que disent les gens sur lui. Enfin, peut-être que pas, s'il y a des trucs vraiment. À un moment. Non, mais tu vois, donc lui, il n'est pas affecté par ce qui se dit sur lui. Je suis même pas sûr qu'il regarde les émissions d'ESPN. Si Stephen A. Smith, il fait un truc où il se lâche sur lui, il en saura peut-être même rien et ça l'affecte pas. Donc, est-ce que si KD avait pas été aussi connecté et s'il avait pas lu Ouais, les gens, tu vois, est-ce qu'il s'était basé ça. Alors, on l'a dit, même à l'intérieur du groupe, peut-être il y avait des tensions et des trucs comme ça, mais je mais me demande parce que c'est un gros what if. Est-ce que s'ils restent ensemble, combien de titres ils prennent avec l'équipe K? Combien de titres ils prennent avec un KD? Alors, il y a la blessure, hein,
En plus des tensions là, sur la saison 2018-2019, du coup, il y a Mais les il y en a blessures. qui te diront que la blessure, elle est liée. C'est terrible, Ouais. hein, mais il y a des gens qui te diront, c'est quand tu te sens mal que tu te blesses. Mm. Quand tu es heureux, paradoxalement, tu vois, il y a un espèce de cercle Parce que vertueux. vu qu'ils ont regagné après, avec la base Curry, Clay, Draymond. KD, après sa grosse blessure, il est revenu, c'était encore un Ils très en très fort prennent joueur de 2 de plus, basket. moi, je te dis. Ouais, c'est Au ça, moins 2 de plus, c'est possible, hein, c'est ça que je me demande. Dans les what même if, avec la blessure. ouais, ouais, il y a une Mais année où peut-être du coup il gagne pas, et derrière il revient, et ils ont la même équipe, et bon, avec l'atmosphère qu'on a évoquée, ça c'est autre chose. et su Kevin Durant, on en a déjà parlé une fois dans un CQFR. Moi, je si son héritage en NBA aurait pu être beaucoup plus fort s'il était resté à Golden State finalement. Mm. Parce qu'à un moment, tu fais partie du paysage. Sauf que juste, c'est pas arrivé aussi vite que ce qu'il l'attendait. J'avais déjà pris cet exemple. Quand LeBron James, il quitte Cleveland pour Miami, il devient le vilain, mais Ah, total, absolu ouais, ouais. de la NBA. Il y a qu'une fanbase qui l'aime, c'est le Miami Heat, pardon, et tous les nouveaux supporters du Miami Heat. Ça a été la différence par contre. LeBron James, il a emmené avec lui toute une vague de personnes qui n'étaient pas fans des Cavs, qui étaient juste fans de LeBron James. Mm. Mais bref, il était l'ennemi numéro un, absolument détesté, et très vite, il est redevenu méga populaire, LeBron, parce que tellement fort. Et Kevin Durant, il s'est dit: «Bah, moi aussi, ça va faire pareil», en fait. Il a pas compris, tu vois? Pas compris pourquoi on lui en a voulu aussi longtemps, mais je pense qu'à la longue, ça serait passé, ça serait ancré. Et même ce que j'avais déjà dit, même sur les fans des Warriors, à un moment, et les renouvellements de génération de fans, ça va vite, en fait. Même Mm. si tu as bah, bien sûr, hein, les fans des Warriors n'auraient pas arrêté d'être fans des Warriors, ceux qui étaient là à l'époque et qui lui reprochaient, de ne pas être leur gars, mais quand même, il y a plein de jeunes fans, tu vois? Toute la partie 11-12 ans, tous ceux qui découvrent la NBA finalement à 11-12 ans, déjà, il y en a un paquet qui aurait été pour les Warriors parce que c'est l'équipe qui gagne, Ouais, et à Golden State, à San Francisco, à Auckland, tu aurais eu tous ceux qui finalement leurs années basket, ils ont découvert Kevin Durant était déjà aux Warriors, mm, tu vois? Et peut-être qu'eux, ça aurait pas été Steph leur gars. Peut-être qu'eux, ça aurait été Kevin ouais. Durant leur gars. Et il y aurait eu une masse comme ça, et je pense que ça aurait pu avoir un impact, plus fort pour lui, et qu'il aurait pu écrire son histoire à Golden State. Et là, ouais, je pense qu'on parle de au moins 3 ou 4 titres quand même avec Kevin Durant. Je Probable, m'étonnerais pas. vu la facilité avec laquelle ils ont remporté les deux titres en question. Oui, je pense. Après, bon, il y a la blessure, mais en tout cas, c'est un what if intéressant, et je trouve que ça symbolise bien. C'est un passage important quand même pour essayer de comprendre un peu Kevin Durant, la personnalité, tu vois. Les raisons pour lesquelles il est parti, pour lesquelles il a voulu peut-être son équipe, écrire son histoire, comme tu as dit. Je pense que tout ça est très connecté. Allez, on enchaîne avec une vente de franchise. Celle de Portland était attendue depuis Ouais. un moment, depuis le décès de Paul Allen. Sa sœur a finalement vendu la franchise pour 4 milliards de dollars. Les Blazers rachetés par, je viens de fermer Tom Dundon, qui est le ouais, proprio en NHL, et pour ceux qui suivent un peu le hockey, des Carolina Hurricanes depuis 2018. Ouais, et il est à la tête d'un groupe qui rachète pour 4 milliards quand même. Et ça faisait longtemps, hein, c'est vrai que ça faisait longtemps que et c'était dans les tuyaux. l'équipe restera à Portland, ça qui est C'est important. le C'est deal, en une tout cas, c'est le franchise deal de absolument départ. historique. L'intention du groupe dirigé par Tom Dundon, c'est de rester à Portland. Même si lui, à la base, n'est pas basé là, c'est l'intention. Au même titre que quand ils ont racheté Minnesota, A-Rod et son camarade dont j'ai oublié le nom, euh, l'intention c'était de. Enfin, De rester, on ouais. leur prêtait une intention différente, mais dans le deal, ils avaient signé le fait de ne pas bouger, de ne pas déménager la franchise. Je suis moins inquiet pour Portland que pour Minnesota sur le moyen terme, parce que Portland, c'est là où il y a le siège de Nike. Nike, bah oui. C'est absolument historique, bien plus que Minnesota à l'échelle de la NBA, à l'échelle de l'histoire de la NBA, sur la ville, et cetera. C'est un marché où justement il y a C'est un tant qu'il y a marché de pas Seattle, basket. il y a, C'est un marché de marché de basket. basket, Voilà. marché de sport, ville très spéciale, grande ville très spéciale. Hem, Minneapolis, c'est plus le foot et le hockey, quoi. Mais bon, ça exactement. n'empêche pas, si une équipe qui cartonne et qui remporte des titres, ça transforme un peu le marché, c'est toujours ça. Mais en fait, tu peux vendre Portland. Tu peux vendre Portland. Mm, Pendant un moment, c'était la salle pleine. Ça peut être salle pleine. Tu ouais. sais qu'il y a une base, il y a une ferveur. Encore une fois, c'est une ville un peu spéciale aux États-Unis.
le marché nord-ouest américain, tant qu'il n'y a pas Seattle, il n'y a personne. Ouais. Euh, non, je pense que ça bougera pas. Les Hurricanes, là, ils n'ont jamais raté les playoffs depuis qu'il a racheté Ouais, la franchise. 2018, ouais. Alors, ils ont pas, je crois pas qu'ils sont retournés en finale de la Stanley Cup depuis, parce qu'ils l'ont gagné, mais ça remonte un Ils peu. avaient C'est gagné. pas une franchise très vieille, hein, je crois que c'est fin des années 90, début des années 2000. Ils l'ont gagné une fois, ils avaient fait une finale avant, et je crois pas qu'ils l'ont gagné depuis, mais on va pas s'improviser expert de hockey, c'est dans mon souvenir sur la période où je suivais un peu. Mais J'ai envie de savoir quand est-ce qu'ils ont gagné, mais c'est effectivement, avant, c'était avant lui, sûr et certain, parce que lui, il l'a racheté en 2018, c'est ce que j'avais vu dans le rapport de Charania, et le titre, dans mes souvenirs, c'est avant, c'est genre 2006, 2006, voilà. Ça remonte un peu. effectivement. On enchaîne avec les Français, les Bleuets. Aïe, 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 on vous avait annoncé Aïe. hier. Jusqu'à présent, l'équipe U16 de l'équipe de France à l'Eurobasket gagnait quasiment tous ses matchs par un énorme écart. Ouais. Euh, la premier test, quart de finale contre l'Italie, défaite de 2 points. J'ai plus le score exact. Je crois 76 à 73. 73. Ouais. Ouais, voilà. Oui, Ouais. c'est sûr, un 3 points. C'est 3 points d'écart du coup. Panier marqué à 1 seconde du buzzer par Mario Macchetti. Mario Macchetti, J'ai tout pas- à fait. 27 points, qui qui a fait était très, très un fort, énorme ouais, match en delà de ça. très, Au-delà de très ça, ouais. gros sur le match, exactement, et qui met donc un panier avec la planche à 3 points, quasiment au buzzer. Nouvelle désillusion quand même Mm. pour les équipes de France jeunes. Sur cet été, il y a pas mal d'échecs Ouais. sur des compétitions. C'est moins dominant que ce que ça a pu l'être. Bah là, les U16 étaient, si je ne m'abuse, champions d'Europe en titre. Exactement. Les U18, avec la défaite contre l'Espagne, un peu cruelle aussi, c'était un peu du même acabit. Et là, ce qui est dangereux, entre guillemets, et un peu inquiétant, c'est que là, il y a un match pour la 5e place, il faut le remporter. Et évidemment, j'ai pas noté je sais même pas si l'adversaire est encore déterminé, parce qu'il doit y avoir des matchs aujourd'hui. Il faut le gagner parce que sinon il ne se qualifie pas pour le mondial U17. Et être absent de compétition aussi importante, c'est problématique quand tu es un vivier comme le basket français, c'est dommage. On notera, parce qu'on vous parlait de Nathan Soliman, et qu'il a été Oui. très bon encore, il met 21 points. Le problème, ça a été une adresse désastreuse à 3 points, si je ne dis pas de bêtises. Il rate 17 de leurs 5 pour 22 22 là. tentatives. Voilà, 5 sur 22, malheureusement, ça a aussi fait la différence, en plus du fait que les Italiens se sont toujours bien accrochés dans le match et ont été clutch et en réussite. L'Italie qui remonte sur les jeunes, attention, beaucoup de Mhm. jeunes talents italiens en Euroleague, Ouais. dans les équipes de jeunes, et cetera. L'Italie repart et pour l'équipe de France, encore une fois, on en parle souvent, mais heu, il y a il y a une limite à ce que les qualités athlétiques peuvent peuvent nous faire avancer dans les compétitions, et la limite apparemment est de plus en plus tôt. À une époque où surtout quand jeune, normalement, les qualités athlétiques, ça peut faire une Mhm. différence Ouais. énorme. Énorme, il y a encore des gringalets dans ces catégories-là. Donc quand tu as des joueurs très athlétiques, ça fait normalement la différence, ça le fait de moins en moins, et il y a eu dans les dernières minutes, ouais, des moments où l'équipe de France savait pas quoi faire, en fait. Savait pas quoi faire avec le ballon. Tu bats pas ton vis-à-vis malgré ton avantage athlétique, tu l'arrêtes pas complètement de l'autre côté malgré ton avantage Mhm. athlétique. Ça pose problème. Solimon, il a été très bon tout au long de la compétition. C'est lui qui rate le dernier 3 points, mais il avait une seconde pour le prendre Ouais, et il est c'était très loin. impossible. Exactement, il est très loin. Le système, de fin, les 2 joueurs français, ils se percutent. Ouais. C'est lui et Tao Nancy, je crois. Ils se percutent ils se percutent sur le système, enfin bref. C'est dommage, après voilà, c'est un peu c'est triste pour ce groupe, mais heu, mais ouais, c'est quand même plein de petits avertissements Mhm. là. C'est parce que oui, il y a eu la défaite contre l'Espagne, mais ça à la limite, c'était plutôt au moins la France va jusqu'en finale, tu vois? Ouais. La quart de Il finale, là. y a une compète, je sais plus quel âge c'est, où la France est la dernière nation européenne sur des jeunes, Mhm. ça nous semble improbable normalement sur des jeunes garçons, je sais plus laquelle c'est au début de l'été. Mhm. Dernière nation européenne de la compétition, éliminée par la Suisse. Ouais. Bon, allez, passons à la WNBA, il y a beaucoup de choses à dire, il y a Ouais, plusieurs matchs il au y a pas mal programme. de matchs, pas mal de Françaises impliquées aussi. Euh, L'info principale au classement, c'est qu'Atlanta est le nouveau deuxième de la ligue après sa 6e victoire de suite. C'est une équipe dont on parle absolument jamais, mais qui est très très régulière cette année, qui a fait des bons moves sur le marché. 6e victoire de suite sur Seattle, malheureusement. 85-75. Le Storm, c'est la trajectoire totalement inverse.
6e défaite de suite pour le Storm, qui passe 8e. Tu vois, je te disais hier ou avant-hier que Ouais, c'est de les ça. playoffs n'étaient pas du tout garantis et c'est de pire en pire. Dans ce match, Ryan Howard, Ali Chagray ont marqué 25 et 22 points. En face, il n'y a rien qui va. Neka Ogumike met quand même 29 points. Gabi Williams, 11 points, 6 passes, 4 rebonds, une interception à contre. Dominique Malonga qui a joué que, entre guillemets, 13 minutes pour 4 points et un rebond à 2 sur 6. C'est toujours pas la joie à Seattle où ça fait grise mine et où, à mon avis, le poste de Noel Quinn est de plus en plus menacé, peut-être même en cours de saison. Je t'avoue que je vois Sue Bird à tous les matchs en train d'encourager l'équipe. Je me dis, est-ce qu'elle veut pas faire un petit électrochoc et venir essayer de sauver les meubles en fin de saison? Alors, pas comme joueuse, parce que je pense que là, elle a arrêté il y a trop de temps, mais peut-être comme coach en mode électrochoc. Ça se produira sans doute pas, mais je lance l'idée comme ça. À suivre. Ouais. Si Atlanta est deuxième, c'est parce que New York a perdu le remake des finales 2023 contre Las Vegas. Les Aces, 5e victoire de suite, 83-77, sont vraiment en train de remonter la pente. Il y a A'ja Wilson qui a complètement dévissé en attaque 3 sur 14, mais a fini quand même avec 17 points, 16 rebonds, parce qu'elle a fait 11 sur 11 sur la ligne. Et en face à New York, Emma Messman, double-double, 24 points, 10 rebonds, mais ça n'a pas suffi. Marine Johannes a joué 14 minutes en sortie de banc pour 5 points. Et on reste sur les Françaises avec Golden State, là où il y en a le plus. Golden State et ses Françaises qui ont gagné un 3e match de suite en allant s'imposer 88-83 à Washington. Carton de Veronica Burton, 30 points, 7 passes à 10 sur 13. Et nos Françaises, Janelle Salin, qui était la seule titulaire des 3, 11 points, 4 rebonds. Et Iliana Rupert, 3 points, 3 passes, 2 rebonds. Je dis des 3, des 4, pardon. 3 points, 3 passes de rebond pour Iliana Rupert et 13 minutes et 5 points pour Carla Leight pour les Valkyries qui marchent très très bien et qui sont vraiment bien parties pour jouer les playoffs. Elles ont 2 victoires d'avance sur le 9e, donc c'est de plus en plus concret. Il y a l'autre équipe avec pas mal de Françaises, c'est le Sun qui a battu Chicago 71-62 dans un match entre cancres, 2 équipes mal classées, 71-62, super match de Leila Lacan, 17 points, 5 passes, 4 rebonds, 2 interceptions, elle fait toujours, je le dis à chaque fois, excellente saison, première saison en WNBA pour Leila Lacan. En revanche, Bria Hartley, éjectée après 10 minutes pour un gros accrochage avec Ariel Atkins et Beck Allen, elles ont été toutes les 3 éjectées, et Minia Touré a joué 3 minutes en sortie de banc. Voilà pour les résultats de la nuit. Et petite info dont je voulais parler, parce qu'on vous avait évoqué la vente du Connecticut Sun, justement, dont on parlait là, et le déménagement très probable vers Boston. Il y a un énorme imbroglio là en WNBA ces dernières heures, ces derniers jours. Le Sun n'est plus du tout sûr de déménager à Boston parce que le rachat dont on avait parlé par Steve Pagliuca, qui est actionnaire minoritaire des Celtics, est totalement au point mort parce que la patronne de la ligue, donc la Adam Silver de la WNBA, Cathy Engelbert, aurait jamais présenté l'offre au board des gouverneurs, donc les autres propriétaires de la ligue. Et ce ne serait pas un simple oubli. Tu vas voir pourquoi. Parce qu'entre-temps, il y a l'ancien coproprio des Bucks, Mark Lasserie, qui a matché l'offre de Pagliuca, 325 millions de dollars. Lui, il veut que l'équipe elle reste dans le Connecticut, qu'elle passe de Uncasville, qui est une un peu plus petite ville, à Hartford, la grosse ville du Connecticut. En même temps, la WNBA joue sur 3 tableaux. Elle essaye d'inciter Tillman Fertitta, le propriétaire des Rockets, à faire une offre pour déménager la franchise à Houston, qui est le marché que la WNBA privilégierait. À la base, Houston s'était portée candidate pour une des franchises d'expansion. Elle s'était fait battre par Cleveland et Détroit notamment. Sauf que voilà, la Ligue aimerait bien, parce que c'est un gros marché, que historiquement Houston, ça a été la première dynastie en WNBA, donc c'est un terrain assez porteur. Bref, un énorme bazar. Et le Sun n'est toujours pas vendu, du coup, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et la probabilité d'une équipe à Boston n'est plus du tout aussi évidente. Voilà. Ok, effectivement, beau bordel, si je peux me permettre. On va s'arrêter là-dessus. Nous, on se retrouvera que lundi. On va faire une petite coupure. Voilà, c'est une petite coupure de 3 jours. C'est le 15 août. Donc demain, samedi, dimanche, pas de contenu sur la chaîne, exceptionnellement. Mais lundi, on revient et après, on repart comme d'habitude sur les bases. Il y aura de quoi débriefer bases lundi, parce qu'on aura joué 2 fois l'Espagne, ouais, si de je ne dis pas de France-Espagne. bêtises. Il y a celui de ce soir qui est en... C'est d'abord en Espagne, c'est ça? Badalona Badalone. et à Badalone, ouais. Du Ouais. coup, effectivement en Et français. après Et chez nous. samedi soir à Paris. Parfait. On Donc, aura de quoi discuter. débriefera tout ça. Exactement. Bah écoutez, reposez-vous, profitez de votre week-end, profitez de votre journée. Si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, si vous êtes en vacances. Et nous, on se retrouve lundi. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à lundi. The game is out there, and it's either play or get played.